Et donc, je suis Jérôme Normand, je suis responsable du service qualité des carcasses et des viandes à l'Institut de l'élevage. Et donc, je vais vous présenter le travail de développement d'un référentiel français d'évaluation du persillé que nous avons conduit avec Aubert ici présent et Christophe Denoyel. Donc, c'est une étude qui avait été demandée par Interbev. Donc juste quelques mots de contexte que vous connaissez sans doute aussi bien que moi. La filière bovine dans son plan de filière, et puis moi, ça a été conforté lors des assises du bœuf qui se sont déroulées fin 2022. Et donc la filière a souhaité travailler sur le persillé de la viande bovine pour pouvoir améliorer l'expérience gustative des consommateurs. Alors, juste un mot de vocabulaire. Ouais, le persillé, quand on parle du persillé, c'est le gras intramusculaire visible à l'œil nu, hein. Donc, c'est le gras qui est présent à l'intérieur du muscle et qu'on voit à l'œil. Ce persillé a un impact positif sur la qualité organoleptique de la viande. Il y a de nombreuses études françaises et étrangères qui ont montré cela, et notamment dans un travail conduit pour Interbev en 2017. On avait testé, alors on n'avait pas de référentiel à l'époque, mais on avait testé l'appréciation d'un jury de 300 consommateurs sur des viandes faiblement persillées, moyennement persillées et fortement persillées, hein. Donc on avait présenté à ce consommateur, à ce jury de consommateurs des entrecôtes plus ou moins persillées et des faux filets plus ou moins persillés. Et donc c'est les résultats qui sont présents sur cette petite illustration. On voit bien l'ambiguïté du consommateur qui, à l'achat, va préférer assez nettement des viandes maigres par rapport à sa ligne, par rapport aux déchets dans l'assiette. Mais par contre, à la dégustation, il plébiscite plutôt les viandes fortement persillées, hein. Et donc, le persillé a un effet favorable sur la flaveur des viandes et également, de façon indirecte, sur la tendreté des viandes. Et donc, dans ce contexte-là, l'interprofession a mis en place un plan d'action autour du persillé avec trois grands axes. Un premier axe qui était sur la mesure du persillé, avec la question du référentiel. Et donc, c'est de cela qu'on a parlé dans cet article et que je vais vous présenter aujourd'hui. Au-delà du référentiel, on travaille aussi sur les outils de mesure du persillé. Le deuxième axe, il était plutôt sur un état des lieux. Alors, un état des lieux des connaissances sur le persillé, un état des lieux du persillé dans la filière, du persillé des niveaux de persillé sur les animaux. Et donc, ça, Aubert vous en parlera juste dans l'exposé après. Et un état des lieux également sur les niveaux de persillé attendus par les consommateurs. Et troisième axe du plan d'action, c'est le pilotage du dépôt du persillé. Comment on fait pour avoir des animaux qui développent un peu de persillé? Et là encore, Aubert, je crois, en fin de webinaire, vous parlera de ce point-là. Donc, sur la mesure du persillé, il y a plusieurs façons de mesurer le persillé. La méthode de référence, c'est l'analyse chimique, mais c'est une méthode coûteuse. C'est une méthode longue, hein. Il faut au minimum 48 heures entre le moment où on prélève l'échantillon, où il est acheminé dans un laboratoire, l'analyse est faite et on peut avoir le résultat. Et surtout, c'est une méthode destructrice, c'est-à-dire qu'il faut faire un prélèvement de viande, et une fois que la viande est prélevée, elle est utilisée pour l'analyse, elle n'est pas consommée. À côté de de cette mesure de référence, il y a des mesures instrumentales, notamment aujourd'hui, celles qui sont le plus développées, c'est à partir d'analyse d'images. Mais c'est des outils qui sont encore en cours de développement. Notamment pour les aspects français, il y a des outils qui sont utilisés à l'étranger, je pense notamment à l'Australie, mais qui ne sont pas forcément adaptés à la filière française parce qu'on n'a pas le même niveau de coupe. Mais c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, et donc assez rapidement, on pourra sans doute avoir des outils de mesure. Et autre méthode, c'est l'évaluation visuelle. Bon, elle est rapide puisque avec un pointeur, c'est immédiat. Elle est non invasive, hein, donc non destructive, et elle est utilisable à la cinquième cote. Mais la question de l'évaluation visuelle, c'est quel référentiel on utilise. Donc, à l'étranger, il y a un certain nombre de référentiels qui existent. Donc, je vous en ai mis deux pour exemple ici, une grille australienne ou une grille japonaise, mais il y a également une grille canadienne, une grille américaine, euh, mais qui n'est pas forcément complètement adaptée à la fois au niveau de persillé qu'on va rencontrer en France et au marché, aux circuits commerciaux français.
Donc, dans ce contexte-là, la filière française a demandé d'avoir un référentiel français utilisable à la cinquième côte et adapté à la fois au niveau de persillé qu'on va pouvoir rencontrer en abattoir en France et au circuit de commercialisation français. Et donc, ce travail a été confié à l'Institut d'élevage et avec l'appui d'opérateurs d'abattoirs, on a essayé de développer ce référentiel. Donc, on a commencé par élaborer un prototype. Donc, c'est un travail qu'on a effectué avec 4 affectateurs d'abattoir. Alors, l'affectateur, c'est la personne qui va orienter les carcasses suivant les différents circuits commerciaux à partir d'une évaluation visuelle de la carcasse dans son ensemble, mais aussi principalement à partir d'une évaluation de la coupe primaire. Et sur cette coupe primaire, il évalue la couleur, le marbré, mais aussi le persillé. Et donc, on a essayé avec ces 4 affectateurs, donc on leur a d'élaborer un référentiel sur photo. Donc, dans un premier temps, on a donné à ces 4 affectateurs 50 photos de noix d'entrecôte qui couvraient une large gamme de persillés. Et on leur a demandé de les trier pour avoir, et la commande était celle-ci, moi c'était la commande de l'interprofession, de pouvoir avoir une grille entre 5 et 10 classes qui correspondent aux circuits commerciaux français. Donc chacun de ces 4 affectateurs, c'est ce qu'on peut voir sur la photo, a essayé de regrouper la cinquantaine de photos qu'on leur a données en essayant de former des classes homogènes et correspondant à des circuits commerciaux. Dans la deuxième phase, ben, on a mis en commun les travaux de ces 4 affectateurs. Il y a eu des confrontations, des discussions entre eux pour essayer d'aboutir à quelque chose. Et on a abouti à un prototype de référentiel en 6 classes que vous voyez ici. Et ensuite, dans la dernière phase de ce travail sur papier, on a redonné un jeu de 57 nouvelles photos à ces 4 affectateurs et on leur a demandé de les classer par rapport au référentiel qu'ils venaient d'établir pour savoir finalement si c'était assez facile, s'il y avait des limites de classe qui étaient relativement distinctes ou pas. Donc ça a conduit à quelques ajustements. Il y avait notamment beaucoup de discussions sur la différenciation sur les classes les plus faiblement persillées. Entre la classe 1 et la classe 2, il y a eu beaucoup de discussions de savoir si on ne faisait qu'une seule classe ou si on faisait 2 classes. Et on est resté sur 2 classes au final. Et on a commencé à évaluer la répétabilité et la reproductibilité de ce référentiel. Bon, moi, je reviendrai sur ces notions de répétabilité et reproductibilité juste après, puisque donc la phase suivante, ça a été ensuite d'aller tester ce prototype en abattoir, hein. Donc l'objectif, c'était de valider le référentiel sur le terrain et de le rendre pratique, hein, d'améliorer la praticité de ce référentiel. Donc, on a travaillé avec 5 abattoirs de différents bassins de production pour avoir des niveaux de persillés assez différents d'un abattoir à l'autre et couvrir toute la gamme de persillés possible. Et donc, 6 affectateurs ont classé les carcasses en chambre froide. Et au final, ils ont classé 326 carcasses, donc issues de différentes catégories, hein, de la vache, du jeune bovin, de la génisse, du bœuf, et de différents types génétiques, aussi bien lait que viande, pour pouvoir vraiment essayer de couvrir un maximum de différences en termes de persillés. Concrètement, avec chacun de ces affectateurs, on commençait à classer une vingtaine de carcasses pour pouvoir se remémorer la grille, pour pouvoir se concerter sur ça c'est bien un 2, ça c'est un 3. Là, cette veine de gras-là, comment est-ce qu'on la prend en compte? Est-ce que ça fait basculer la note vers une classe supérieure ou pas? Voilà. Donc on revoyait ça de façon très concrète avec les affectateurs. Puis ensuite, il y avait une sélection de carcasses qui avait été faite en frigo, une cinquantaine de carcasses à chaque fois, et chaque affectateur classait individuellement cette cinquantaine de carcasses 3 fois de suite, pour pouvoir calculer une répétabilité et une reproductibilité. Donc la répétabilité, c'est la capacité on va évaluer la capacité d'un pointeur à noter une carcasse de la même façon au cours de plusieurs classements successifs. Et la reproductibilité, c'est la capacité d'un pointeur à classer la carcasse de la même façon qu'un autre pointeur, donc au cours d'une séquence de classement.
Alors, en termes de résultats, on a eu une répétabilité donc, en termes de pourcentage de concordance. Hein, donc, c'est le pourcentage de carcasses qui sont classées deux fois de suite de la même façon par un même pointeur. On avait 75% des carcasses en moyenne qui étaient classées deux fois de suite de la même façon par ces pointeurs, avec une répétabilité qui allait de 65 à 92%. Donc, on avait la plupart du temps, quand il y avait un écart, c'était une classe d'écart. On était avec 24% de carcasses qui avaient été classées avec une classe d'écart. Et il y avait 1% des carcasses en moyenne qui avaient plus d'une classe d'écart. Normalement, avec de l'entraînement, on doit pouvoir arriver à encore améliorer ces pourcentages de concordance pour arriver à des niveaux qui vont être autour de 80-85%. Et le pourcentage d'écart supérieur à une classe doit arriver à 0%. Donc, pour des premiers résultats sur un référentiel qu'on venait de créer, c'était des résultats qui nous ont paru tout à fait satisfaisants. En termes de reproductibilité, donc le pourcentage de carcasses classées de la même façon par deux pointeurs différents, en moyenne, était de 60%. Donc c'est un peu plus faible hein, que pour la réputabilité. C'est toujours un peu plus difficile d'accorder des personnes qui vont avoir aussi des habitudes un peu différentes par rapport à ce qu'ils vont pouvoir voir habituellement dans leurs abattoirs. Donc et parfois, certains vont pouvoir avoir tendance à être un peu plus sévères ou au contraire un peu plus laxiste. Le pourcentage de classe d'écart, c'était, il y avait 38% de carcasses qui étaient classées avec une classe d'écart et 2% des carcasses qui étaient classées avec plus d'une classe d'écart. Sur ces résultats-là, donc, on a à peu près, on doit pouvoir arriver à plus de 70% avec un peu d'entraînement. On a vu hein, au cours de nos séances qu'on on progressait assez vite en entraînant les pointeurs. Et le pourcentage de carcasses avec plus d'une classe d'écart doit arriver à 0%. Et je vois qu'il y a une personne qui a une question. Est-ce qu'on les prend maintenant ou est-ce qu'on les prend à la fin? Donc, question à la fin, d'accord. La dernière étape a été la mise en forme du référentiel. Donc, à partir de notre prototype, on a élaboré un référentiel facilement utilisable sur le terrain, donc, qui représente uniquement la noix d'entrecôte sous forme d'un carnet à spirale de format A6. Donc, c'est un petit document, un petit carnet qui tient facilement dans la blouse d'une côte, qui permet de pouvoir visualiser à la fois deux niveaux de persillés, hein, c'est-à-dire que sur chaque page, on va voir le 2 et le 3, puis ensuite le 3 et le 4, puis ensuite le 4 et le 5. Et il est également plastifié pour pouvoir être facilement nettoyable par le pointeur. J'en ai un exemplaire dans mon sac, je pourrais vous le montrer après. À côté de ce référentiel, il y a un guide d'utilisation qui a été rédigé, qui permet notamment de préciser les conditions de mesure et d'éclairage, notamment qu'il faut pouvoir évaluer le persillé sur une coupe qui est propre, donc de racler la sciure, de pas avoir d'ombre sur la noix, parce que dans ce cas-là, le persillé est moins visible, donc de standardiser les conditions d'éclairage, et également de faire une notation par demi-carcasse, parce qu'on se rend compte que sur une même carcasse, les deux coupes de la demi-gauche et de la demi-droite peuvent être légèrement différentes. Et donc, on a... la notation se fait par demi-carcasse. Et enfin, on a, à côté de ça, développé, c'est Aubert qui a fait ce travail-là, on a développé un outil d'entraînement à l'évaluation du persillé en ligne sur photo. C'est-à-dire que c'est un petit logiciel qui permet à chaque pointeur qui est confronté à la notation de pouvoir s'entraîner très régulièrement en visualisant l'ensemble de la gamme de persillé et en évaluant ses performances. Donc ça permet de pouvoir avoir un suivi régulier des performances des pointeurs. En conclusion, donc, la filière bovine française dispose d'un référentiel persillé qui est adapté à son marché. C'est une grille en 6 classes pour une mesure à la coupe primaire au niveau de la cinquième côte, soit sur le côté basse côte. Pour pouvoir disposer de ce référentiel, une formation est obligatoire et c'est un dispositif qui est encadré par un accord interprofessionnel étendu. Pour pouvoir bénéficier de la formation, donc c'est des formations qui sont destinées
uniquement au maillon de l'abattage des coupes. Et il faut faire appel à Normabev, qui va ensuite dépêcher le référent Normabev local pour pouvoir organiser une formation gratuite sur le site du demandeur. À côté de cela, il y a des travaux en cours pour automatiser cette mesure. Et donc, pour les personnes qui sont dans la salle, en fin de webinaire, on pourra vous montrer des choses qui existent avec un téléphone et une application Meetup éventuellement. Voilà. Donc, pour terminer, vous avez ici les références de l'article qui vient d'être commenté. Et je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour vos questions. Oui. Donc, il y a une question sur le chat. Bonjour, est-ce qu'il y a eu plus de confusion entre les classes 1 et 2 et, et qui expliquerait ces 24% et ces 38% d'écart d'une classe? Et si oui, envisagez-vous de corriger cette grille en poulant les classes 1 et 2? Alors, non, on n'envisage pas. La grille, elle est établie, donc on n'envisage pas de pouler les classes 1 et 2. Et ce n'est pas forcément sur les classes 1 et 2 qu'il y a le plus d'erreurs. En fait, la discussion qu'il y a eu sur ces classes 1 et 2, c'est que sur la classe 1, c'est absolument aucun niveau aucune tâche de gras. Et donc, ce qui est quand même malgré tout assez rare, parce qu'il peut toujours y avoir un petit point, etc. Et donc, c'était la question de est-ce qu'on est très sévère sur la une ou pas. Mais aujourd'hui, la définition entre les classes est quand même relativement claire pour tout le monde. Donc, il y a une autre question. Quel déploiement de la grille aujourd'hui et quel taux d'utilisation dans les abattoirs? Alors, le déploiement de la grille, il se fait lentement. Il passe forcément par Normabev et par la demande de formation auprès de Normabev. Hein. Si vous voulez demain pouvoir bénéficier du référentiel, il faut demander à Normabev une formation. Et lors de cette formation, Normabev donnera le référentiel. Aujourd'hui, à ce jour, je me tourne vers Robert, mais je crois qu'il y a une quinzaine d'opérateurs qui sont formés pour pouvoir noter le persillé. Alors, ça reste encore, vous allez me dire, ça reste encore faible, mais ça bouge progressivement. Voilà. Oui, est-ce que vous avez déjà envisagé d'utiliser l'IA pour performer un petit peu le dispositif de classement? Oui, alors sur les outils de mesure, et effectivement sur les outils de mesure, c'est des outils de mesure automatiques qui font appel à l'IA. C'est de l'analyse d'image par intelligence artificielle. Et pour ceux qui sont dans la salle, parce que ça va possible en webinaire, mais on pourra vous montrer ce que ça donne comme ça. Alors, on n'a pas, à ce stade-là, on prédit sur les outils un taux de lipides. On n'a pas encore suffisamment fin pour prédire une note de persillé. Mais Aubert, qui est là, travaille sur une prédiction de note de persillé. C'est des projets qui sont en cours. J'ai encore une question sur le chat. Est-ce que la répétabilité et la reproductibilité sont différentes entre les différentes classes? Alors, la répétabilité et la reproductibilité, c'est une appréciation globale sur l'ensemble de la grille. Et après, on peut regarder les pourcentages de concordance par classe. Et globalement, ils sont du même ordre d'une classe à l'autre. Bonjour, j'avais une question concernant les qualités organoleptiques. Aujourd'hui, on arrive à classer justement le persillé d'une viande, mais est-ce qu'on arrive aussi à classer les qualités organoleptiques par rapport à ce persillé et les différentes races bovines? Alors, on n'a pas été jusque à différentes races. Le travail qu'on a fait pour profession, ça a été donc pour des types, pour les animaux de type lait et les animaux de type viande, de faire juger des viandes en cru et en cuit, des viandes de chacune des classes de persillé en cru et en cuit pour les consommateurs. Et globalement, on n'a pas observé de différence entre les animaux de type lait et les animaux de type viande. Les conclusions sont à peu près les mêmes.
c'est que moi, en cru, moi, sans trop de surprise, moi, les classes 2, 3, 4 sont globalement très appréciées. Et là où on a été un peu plus surpris, mais c'était peut-être un effet de notre jury, c'est que la classe 5 pouvait être aussi relativement appréciée. Et la classe 5, ça commence à être une classe quand même très, très persillée, visuellement, hein, je parle. Et ensuite, à la dégustation, quelque part, la limite entre une plus-value liée au persillé, elle se situe entre la classe 2 et la classe 3. À partir de la classe 3, on commence à avoir une plus-value sensorielle qui va augmenter bien sûr pour les classes les plus persillées, mais dès la classe 3, on commence à avoir quelque chose qui est sensible. Je peux compléter la réponse. Dans les exposés suivants, on verra comment le persillé peut être introduit dans des modèles de prédiction de la qualité gustative de la viande. Et ça fait le lien avec une autre question qui sera peut-être la dernière pour Jérôme. Aujourd'hui, les carcasses notées 5 ou 6 sont-elles mieux payées mieux payées aux éleveurs? C'était ça la question. Et donc, je vais donner d'abord un embryon de réponse. C'est que quand on prédit la qualité sensorielle, on peut effectivement mieux payer les éleveurs. Mais en ce qui concerne le persillé, je vais laisser Jérôme répondre. Alors, non, aujourd'hui, on va être très clair, hein, il n'y a pas de paiement d'une carcasse à la note de persillé. Peut-être que ça viendra un jour, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, alors, mais je pense que tu vas en parler dans ton exposé, Aubert, pouvoir produire une carcasse qui va avoir du persillé, ça peut amener à avoir des coûts de production qui vont être supérieurs. Et donc, il faudra sans doute un jour mettre sur la table comment je fais pour pouvoir. Si je dois produire des animaux qui vont. Je vais garder plus longtemps des animaux pour pouvoir avoir du persillé, et comment ça pourrait être rétribué. On a essayé de chiffrer le coût, et donc c'est juste du teasing. Normalement, Aubert, vous devrez vous en parler juste après, quoi. Juste pour compléter, donc comme disait Jérôme, aujourd'hui, il n'y a pas de paiement officiel lié à la note du persillé. Mais on sent qu'il y a des réflexions en cours chez un certain nombre de professionnels et dans l'interprofession pour éventuellement que ça le devienne un jour. Et puis concernant le surcoût, on y viendra tout à l'heure. Par contre, il est relativement clair qu'aujourd'hui, il y a des marchés pour ces viandes persillées, notamment en restauration, parce qu'on ne voit pas le produit. Mais clairement, il y a des marchés. Bon, alors la dernière question. Avons-nous une idée du nombre de carcasses notées à ce jour? Non. Alors là, non, je ne peux pas vous répondre. Non, il y a 15 opérateurs qui sont formés, donc qui vont les noter. Mais après, combien ça représente, aucune idée.